Une fois que tu t'es libéré du poids financier, ça y est, tu te sens prêt à réaliser tes rêves. Il n'y a plus rien qui te retient. Un bien, c'est facile. Tout le monde peut acheter un bien. Acheter un bien. 2 biens aussi. 3e, ça commence à être un peu... Voilà. J'avais appelé le courtier pour me désister parce qu'en fait, je m'étais dit, en fait, non, je dois attendre de devenir riche pour investir en immobilier. J'allais dans des secteurs en gentrification, j'achetais moins cher, je rénovais sympa haut de gamme. La valeur de mon bien augmente avec le temps parce qu'il faut arriver au début de la gentrification. Ton bien augmente et puis tu attires des locataires qui ont les moyens. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Authentique où j'ai le plaisir d'accueillir la charmante Sonia. Merci beaucoup de me faire l'honneur de faire cet épisode avec moi, ça me fait super plaisir. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Écoute, je t'en prie, avec grand plaisir. On va faire une petite heure ensemble comme sur tous les épisodes authentiques. On va parcourir un petit peu ta vie, ce que tu as fait, tes réussites, tes échecs, etc. De quoi c'est fait. À mon avis, c'est riche, les amis. Regardez bien entièrement cet épisode parce que là, il y a des choses à faire. J'ai envie de te dire, je vais te laisser la parole. Commence un petit peu à te présenter. Qui est Sonia ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? D'où elle vient ? Et puis après, je vais aller creuser tout ça. Yes, écoute, ça marche. Donc, je m'appelle Sonia, je suis ancienne avocate. Déjà, je suis née à Paris, j'ai grandi en proche banlieue parisienne. Okay. Je viens d'une famille modeste, on n'avait pas beaucoup de moyens, on avait juste ce qu'il fallait. Ouais. Mais tu vois, par exemple, il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de vacances, voilà. Donc, milieu assez modeste, mais... et puis, milieu aussi très... pour mes parents, l'école était très importante. Donc, ils ont vraiment mis l'accent dessus, il fallait réussir à l'école, voilà. Donc, j'étais pas la meilleure élève, mais il fallait bien travailler, quoi. Voilà. Ouais. Et puis après, à 18 ans, je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais pas l'existence des prépas, je ne connaissais rien du tout. On m'avait juste parlé de la fac. Ouais. Puis après, j'ai fait un cursus, un IUT. Et c'est là que j'ai découvert les sciences sociales, droit, éco, sociaux, tout ça. Je me suis prise de passion pour les sciences sociales. Okay. Et vers 18, 19 ans, j'avais pour ambition de changer le monde. Tu parles au passé, c'est plus le cas. Non, après j'ai compris que c'était trop compliqué, que c'était dur. Et puis après j'ai compris qu'avant de vouloir changer le monde, il fallait d'abord se changer soi et puis essayer d'apporter un petit peu d'amélioration autour de soi et que ce serait déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Donc parcours d'avocate, aujourd'hui investisseuse, etc. Mais on va en venir dans la transition. Donc tu fais tes études d'avocate sur Paris. De droit, à Paris, ouais. Ça dure combien de temps ça ? Alors ça dure, de base 5 ans. Ok. T'as le master 1, le master 2, et après, moi, j'ai fait un autre master à Londres. Ok, donc t'es partie à Londres. Ouais. Ok, et après, tu commences à bosser en tant qu'avocate ? Non, j'ai fait des stages, alors j'ai passé le barreau, après j'ai fait des stages, j'ai fait 2 ans de stage, parce que déjà à l'époque, donc j'avais passé l'examen du barreau pour devenir avocate, mais tout en sachant que c'était pas ma véritable vocation. Je savais que ma place était ailleurs, sans savoir vraiment quoi, où, mais voilà, donc j'ai passé le barreau juste comme ça, et puis après j'ai fait, comme ça. Juste parce que... Non, mais c'était bête de faire des études de droit et de pas passer le barreau. Enfin, c'était dommage, quoi. Donc, j'ai passé parce qu'il fallait... de passer. Et après, j'ai fait 2 ans de stage, justement, pour trouver ma place. Donc, j'ai postulé un petit peu partout. J'ai eu des stages partout. Journalisme, France et étranger, ouais. Journalisme, organisation internationale, cabinets internationaux, cabinet d'avocats à Londres, cabinet d'affaires à Paris. Ouais, j'ai pris 2 ans pour trouver... Te trouver un peu, te chercher un peu. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé. Et c'est ce que j'allais dire. Ça aboutit sur quoi ces 2 ans du coup ? Non, ça aboutit à beaucoup de galères financières parce qu'en fait, j'ai financé mes études toute seule. Ouais. Et au bout de 2 ans de stage, à force d'être payé 1 000 € avec un loyer à 400 ou 500, vraiment, j'arrivais plus. J'arrivais plus. Et après, c'est au bout de 2 ans que j'ai eu une offre de stage à l'OMC. Okay. Donc c'était mon rêve de travailler dans une organisation internationale et en fait je pouvais plus, j'étais arrivée à bout, je mangeais du pain à midi, du pain 30 centimes, donc j'ai décliné et je suis venue à Paris, j'ai commencé à travailler. Ok. Ouais. Donc là tu rentres à l'OMC du coup Paris ? Non, l'OMC, non, j'ai décliné l'offre à l'OMC, j'ai décliné et puis je suis rentrée à Paris pour commencer à travailler quoi. Ouais. Commencer à travailler. Un cabinet d'affaires, voilà, donc j'ai travaillé en financement dans un cabinet d'affaires et si tu veux tout de suite dès que j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite eu le réflexe de me dire il faut investir en immobilier. Ça t'est venu comme ça ? Où il y a un petit cheminement, il y a un petit déclic. T'as quel âge déjà à ce moment-là à ce moment-là. À ce moment-là, ouais. Je crois que j'avais 26 ou 27 ans. Ouais, 26, 27. Ouais, comme ça, ouais. Et tout de suite, j'ai eu l'idée d'investir en immobilier. Alors, c'est un cumul de petites choses.
Mon père est arrivé d'Algérie en 62, après l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il a connu les 30 Glorieuses. Et il nous disait qu'à l'époque, voilà, c'était le plein emploi. Les appartements, ça coûtait 5 000 euros, l'équivalent de 5 000 euros. Et que personne n'achetait. Enfin, c'était pas du tout, ils n'avaient pas cet état d'esprit, quoi. Et puis, je voyais on voit tous que les prix de l'immobilier, à force, augmentent. Et puis, du coup, étant parisienne, je m'étais dit, en fait, avant que les prix continuent d'augmenter, parce que la hausse est inexorable avec le temps, Bien sûr. je vais placer mes billes. Je suis au début de ma vie, je place mes billes. Et puis, comme ça, j'aurai toujours mon logement à Paris, quoi. Et puis, donc, ça. Et je m'étais dit, donc, avant que ce soit trop cher. Et puis, en parallèle, je voyais, déjà, j'étais en libéral. Donc, libéral, pas de retraite. C'est ridicule. Et puis, j'avais vu un avocat qui était très âgé, qui continuait à travailler. Et on me disait que cet avocat était obligé de continuer à travailler parce qu'il n'avait pas le choix, parce que sinon, il allait réduire son train de vie. Et en parallèle, mes parents venaient d'acheter une maison. Donc, ils avaient été locataires toute leur vie. Ils venaient d'acheter une maison. Et est-ce que, je sais plus si c'était à ce moment-là, mais c'était à peu près là où, en fait, ils venaient d'acheter une maison peut-être 4-5 ans avant. Alors que mon père était âgé, il était déjà à la retraite. Ouais. Et en fait, ils ont, sans le savoir, appliqué les règles de création de valeur en immobilier. Extension, surélévation. Puis après, ils ont eu des difficultés financières. Ils ont vendu leur maison. Ils ont fait une plus-value qui leur a permis et de rembourser leur crédit et d'acheter un appartement cash. Donc, tu vois, je voyais le contraste entre un avocat riche qui n'avait pas le choix, Obligé de bosser, et mes parents qui avaient été sauvés par l'immobilier. Donc, c'est ce cumul de constats qui te fait dire, OK, il faut que je commence à placer mes billes en IMO, quoi. Ouais, et puis j'avais pas envie de continuer à payer un loyer. Puis j'ai galéré pendant mes études. C'était dur. Donc, même si... Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, j'étais très dépensière. Mais ça, souvent, chez les avocats, on est très comme ça, parce que c'est un métier de représentation, donc il faut être bien habillé. Bien sûr, je sais ce que tu veux. Et puis, il y a une espèce aussi un peu de vengeance, parce qu'on travaille tellement dur qu'il y a un côté, allez, je me fais plaisir. Donc, j'étais très dépensière. Mais ouais, j'ai fini par réussir à acheter en utilisant une partie de la provision que je devais payer aux impôts, etc. Tu bidouilles un peu, mais ça passe. Exactement. Et puis après, tu connais avec les différés de travaux, etc. Tu finis par récupérer. Et c'est quoi cette opération? La première qui te lance, c'est quoi? Tu l'achètes dans un but de faire du locatif, de mettre tes RP dedans pour payer le loyer? C'est quoi l'idée? Alors, c'était un peu flou. De base, c'était pour y vivre. Ouais. Mais mes moyens faisaient que je pouvais acheter que 30 mètres carrés à Paris. Et donc, je savais que j'allais pas passer ma vie dans un 30 mètres carrés, mais je connaissais absolument rien à l'immobilier. Donc, je savais qu'il allait devenir un locatif avec le temps. C'est tout ce que je savais. Oui, tu ne te voyais pas le garder 10 ans, évidemment. Ouais. Bien sûr. Okay. Exactement. Ok, donc tu fais cette opération. Ça se passe comment? Tu as des travaux, tu les gères? Ça se passe comment cette première expérience immobilière? Toutes les erreurs possibles et imaginables, j'ai tout fait. Alors, première erreur, alors déjà, ça c'est le hasard, j'ai eu un différé total de 2 ans. Okay. Déjà, ça m'a sauvé. Sans même savoir que c'était du levier particulièrement. Ouais. Incroyable, en plus total. Ouais. Donc ça, c'est cool. Déjà, ça c'est coup de bol. Les erreurs, j'ai signé, c'était en octobre 2012. Alors déjà, j'ai mis 1 an et demi à trouver, parce que je savais pas quoi chercher, etc. Sûr. Et puis le marché était déprimé. Et tu vois, en fait, sans qu'on se rende compte, on est influencé par l'état du marché, par l'ambiance générale. Et donc, le marché était morose et rien n'allait. Donc, octobre 2012, j'achète. Et alors, le truc, c'est que je m'étais dit, je venais de commencer un nouveau job. Un nouveau travail dans un nouveau cabinet. Et je m'étais dit, je vais laisser passer tranquille ma période d'essai et puis je ferai les travaux dès que j'aurai fini en janvier. Donc, déjà, 3 mois de perdu. 3 mois, les portes fermées, où il se passe rien. Il se passe rien. Ouais. Et puis après, à partir de janvier, donc j'ai pris une entreprise. C'était une confrère, copine, qui m'avait passé les coordonnées de son artisan qui avait refait son appart et qui lui avait été conseillé par son architecte d'intérieur. Donc tu dis, a priori, entreprise fiable. C'est de la reco, ça devrait y aller, ouais. Catastrophe. Il a commencé très rapidement à me demander des acomptes. Et je lui demandais pourquoi il avait besoin d'autant d'acomptes alors que le chantier n'avait pas tant avancé que ça. Il m'a pas de réponse. Et puis, j'allais pas sur le chantier. Tu vois, autre erreur, j'allais pas sur le chantier régulièrement. Il m'a fallu 2 mois pour comprendre que, en fait, il avait disparu, quoi. Il avait disparu dans la nature. Donc, je lui ai envoyé un SMS. Pourquoi vous venez pas? Il me dit, puisque vous refusez de me donner un acompte, moi, je viens plus. Enfin, voilà. Et en fait, du coup, pour un 30 mètres carrés, le chantier a duré 9 mois parce qu'il a fini par revenir à me faire des chantages aux acomptes jusqu'à ce que je le vire.
Et dans ce cas-là, on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire quand on tombe sur une entreprise comme ça. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord constat d'huissier. Alors déjà, c'est pas la peine d'essayer de négocier. Une entreprise de mauvaise foi, elle est de mauvaise foi. Oui, Voilà. c'est ça. Elle est de mauvaise foi et c'est même pas la peine d'essayer de la faire continuer à travailler parce que de toute façon, elle va faire des malfaçons. Oui, ça va mal finir. Ça va mal Ça arrive, finir. c'est sûr. Ça va mal finir. Donc, on la sort au plus tôt. On fait faire un constat d'huissier. D'ailleurs, maintenant, c'est commissaire de justice pour 300 €. Il constate l'état dans lequel l'entreprise a laissé le chantier et puis vous reprenez avec une autre entreprise. Ouais. Voilà. Après, le problème, c'est que souvent, les entreprises n'aiment pas reprendre un chantier pour des questions de responsabilité. J'allais dire pour les décennales et tout, c'est compliqué, hein, surtout quand il y a l'électricité qui est commencée, de la plomberie, des choses comme ça. Ouais. Les faire reprendre, souvent, ils sont pas fans de reprendre ce que l'ancien a fait. Ouais, exactement. Ouais. Donc, mais bon, après, on trouve. C'est une question d'énergie, en fait. C'est une question d'énergie. Voilà. Puis là, j'avais trouvé, pareil, un copain qui avait un copain qui faisait Par les travaux. réseau, tu as réussi à retrouver par réseau et ça y va, quoi. Exactement. Donc 9 mois pour sortir ça 9 mois pour sortir ça, ouais. Et puis, finalement, j'emménage et puis je reste 4 mois dedans avant de partir. Et pourquoi tu repars en 4 fois dedans? Parce que donc je cherchais toujours ma voie. Comment ça, j'ai mis du temps, toujours la même histoire. Mais attention, à l'époque, il y avait pas, on était au début des années 2010, il y avait pas les réseaux sociaux, c'était pas comme maintenant. Bien sûr. Il y avait pas de modèle. Si tu veux, la seule personne, le seul modèle potentiel que j'avais, c'était le père d'un ami qui était expert comptable, qui avait 3 appartements. Je lui avais dit que je voulais acheter un appartement par an, et il m'avait rionné, quoi. Ah non, mais tu prêches un convaincu. J'ai fait 10 ans de médecine pour arrêter du jour au lendemain. Alors tu sais, j'ai Ouais. toujours pas ma voix. Donc foncièrement, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc 4 mois. De 4 mois, et parce que donc je cherchais ma voie, et là je m'étais dit, non mais il n'y a rien qui va, le cabinet où j'étais, ça n'allait pas, bref, rien n'allait. Et donc je me suis dit, finalement, comme je veux écrire, j'avais pour ambition de devenir écrivain, déjà, comme je veux écrire, comme je veux exprimer mes idées, peut-être que c'est journaliste. Et là je me disais, allez, go, je plaque tout et je vais devenir journaliste. Et j'avais entendu parler d'un journal à Londres, quelqu'un que j'avais rencontré, et j'avais postulé et ils m'ont prise. C'était facile parce que j'avais un diplôme de l'une des meilleures universités en Angleterre, le parcours, donc ils m'ont prise pour 2200 pounds par mois, et qui est clairement pas suffisant pour vivre à Londres. C'était très très galère. Donc je suis allée à Londres et là, cauchemar. Ah ouais. L'enfer psychologique. Mauvaise expérience. Tout ce que je détestais dans ma personnalité, était concentré dans ce job. À ce point-là? Ah oui. Ouais. En fait, je me rendais pas compte, mais en fait, moi, ce qui me plaisait et ce qui me plaît toujours, c'est d'aider les gens, tu vois, d'apporter des solutions, de les aider à s'en sortir. Après, mon domaine, c'était vraiment financement. Bon, c'était pour les grandes entreprises, mais bon, là, je le fais maintenant, tu vois, pour les particuliers. Sûr, mais c'est ça qui m'anime, c'est d'aider les gens à améliorer leur vie. Et puis, je porte très fort en moi des valeurs de justice et d'équité. Et là, alors le job que j'avais consistait à appeler des banquiers pour essayer d'obtenir des informations confidentielles que j'étais pas censée avoir. Ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas. Et puis l'environnement, compétition. C'était pas tes valeurs, tu t'y retrouvais pas, quoi. Pas du tout. Et là, du coup, donc ça a duré, cette histoire, ça a duré 8 mois. 8 mois de souffrance. De cauchemar, Ouais, vraiment de souffrance, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je me dise... T'es toute seule quand tu pars là-bas? T'es comment? Parce que par rapport à ta famille, etc., quand tu t'expatries, entre guillemets, comme ça en Angleterre, tu le vis comment, toi aussi? Ça te dérange pas de partir à l'étranger, etc., comme ça? Non, pas du tout. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais déjà partie à l'étranger plusieurs fois. J'avais fait un Erasmus dans mes études, j'avais fait mon master à Londres, j'avais fait des stages à l'étranger, j'avais l'habitude. Donc t'es à l'aise avec ça, quoi. J'étais à l'aise, et puis j'avais mon compagnon à l'époque qui était là-bas. Donc c'était au contraire, c'était génial pour la vie perso. Oui, ça avait tout avantage. Et en fait, du coup, avec ce compagnon, ça n'allait pas. Voilà. Sûr. Et donc, au bout de 6 mois, je me suis dit, ok, ma vie s'est effondrée. Qu'est-ce que je vais faire? Et il me restait 300 € sur mon compte, et je suis partie. J'ai pris des billets pour Barcelone pour m'isoler 24 heures et essayer de trouver ce que je voulais faire de ma vie. Et pourquoi Barcelone? Je sais que c'était pas cher. C'était pas cher. Parce que je te dis, j'avais 300 € sur mon compte, j'ai regardé, les billets devaient être quoi, à 150. L'hôtel, j'ai dû trouver peut-être à 120 € pour 2 nuits. Ouais, c'est avec l'argent qui me restait sur mon compte. Donc là, Barcelone. Donc là, tu plaques tout et tu pars au bord. Alors, je vais à Barcelone juste un week-end. Ouais. Et là, je erre dans les rues de Barcelone, toute seule, désespérée. Et là, c'est en découvrant l'architecture de Gaudi que j'ai eu l'illumination. Ah ouais. Ouais. C'est là, je sais que Barcelone, il y a une histoire avec toi et Barcelone, là, du coup.
Ouais, c'est à Barcelone. En fait, c'est en voyant, si tu veux, c'est tellement... T'as été à Barcelone? J'ai déjà été à Barcelone. Ouais, t'as vu l'architecture de Gaudi? C'est beau. C'est C'est incroyable. sympa, ouais. C'est Ouais. vraiment très sympa. Et moi, ça m'a inspirée parce qu'il y a deux choses, qui sont très importantes pour moi. C'est d'abord, j'aime le beau, tout ce qui est beau. C'est très important que tout soit carré. Tu vois, quand j'écris, ça doit être bien écrit. Tout, voilà, je fais Ouais, comme ça. c'est Donc là, ça, de ouais. voir du beau qui génère de l'argent et donc qui assure une sécurité, moi, ça m'a fait. Et en plus, j'aimais déjà la pierre sans m'en rendre compte. Donc c'est là que je me suis dit, ok, en fait, j'ai compris ce que je vais faire. Je vais rentrer à Paris et bâtir mon empire immobilier. Ah ouais, ça t'a pris à Barcelone comme ça. Ouais. Et tu t'es pas dit comment je le fais maintenant, je suis quasiment banqueroute totale, j'ai plus des jobs. C'est ça. Tu pars de loin du coup quand Ouais. même. Tu rentres et là comment tu te fais pour reprendre en main et faire en sorte que tes envies deviennent réalité? Ouais, très bonne question. Ouais. Alors déjà, j'en profite juste pour te dire Dis-moi. quelque chose que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est que au moment d'acheter ma résidence principale, mon premier Le appartement, premier trempette, je m'étais désistée, j'avais appelé le courtier pour me désister parce qu'en fait, je m'étais dit, en fait non, je dois attendre de devenir riche pour investir en immobilier. Alors que c'est l'inverse. t'avais pas le process encore, mais Ouais, c'est voilà. normal, c'est normal. Ouais. C'est ça. Donc là, donc je retourne, donc je crois qu'on est en 2015, moi je retourne à Paris, à Sec. À Sec. Bon, j'ai très vite trouvé un emploi Oui, avec comme toi. collaboratrice, ouais. Et donc j'arrive effectivement à Sec. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah j'ai récupéré mon appartement déjà. J'ai récupéré mon appartement. Bah, j'avais ma rétrocession. Je crois que j'étais à, je sais plus, peut-être 3000 ou un truc comme ça. C'était pas non plus la folie pour Paris. C'est juste, voilà. Oui, bien sûr, Paris, c'est un autre Paris, niveau. ouais, surtout que mon crédit à l'époque, Campagne. il était à genre 1400 et quelques. Oui. Donc, bah écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Financièrement, bah, je sais même plus pour te dire. Je crois que j'étais chez mes parents un mois, ouais, c'est ça, parce que ma locataire partait un mois après. Je l'avais mis en loc sur Airbnb aussi un mois. J'étais chez mes parents et du coup, le premier mois, bah, j'ai pu vivre comme ça. Et après, alors, ouais, j'ai commencé mes recherches. Ce qui est bien quand on est en libéral, c'est qu'on a du coup la rétrocession totale. Donc, on doit mettre 50% de côté pour payer les cotisations, mais qui sont appelées à N+1. Donc, on a la trésor. Et donc j'ai commencé à chercher, et puis avant la fin de ma période d'essai, j'avais déjà trouvé un appart dans ma rue, voilà. Donc c'était bon. Et quand j'ai fini ma période d'essai, le dossier a été validé, et puis il y avait de l'argent du coup de ma provision sur mon compte. Sauf que, encore une fois, je t'ai dit, les avocats sont très dépensiers. Bah oui, j'étais dépensière. En fait, j'avais pas l'argent. Voilà, j'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent. Et je comptais, j'avais l'intention d'économiser, et sauf que, en fait, j'ai pas réussi à économiser. Il y avait juste la provision du coup qui se cumulait, très bien, et du coup la banque m'a prêté sur cette base-là, parce qu'il y avait l'argent sur mon compte, quoi. Et par contre, la demande de prêt a mis 8 mois à sortir. Ah ouais. 8 mois à sortir. Et tu demandais combien à cette époque-là pour ce projet? Alors c'était 166 000 plus 22 000 de travaux. Ok. Et le truc aussi, ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que quand je m'étais dit, j'étais rentrée à Paris, je m'étais dit c'est bon, je vais bâtir mon empire immobilier. J'ai appelé un courtier pour savoir si je pouvais emprunter, et j'avais été étonnée qu'elle me dise, voilà, vous avez un budget de 200 000. Alors que j'avais déjà, tu vois, mon crédit à bloc, quoi, sur ma capacité d'endettement. Ouais. Donc voilà. Et après, l'offre a mis 8 mois à sortir parce que c'était avec une banque bien connue des investisseurs qui est très lente. Qui est très lente. Elles le sont toutes de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Oui, mais celle-là, en l'occurrence, voilà. Ouais, je vois très bien. Et du coup, en 8 mois, du coup, j'ai la provision qui s'est cumulée, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu cumules. Ouais. Et je reviens sur le côté, j'étais encore très dépensière. Ça, j'imagine que ça a changé, tu gères plus ton argent pareil aujourd'hui, j'imagine. Mais tu crois que ça vient du fait que peut-être t'es, je vais pas dire manqué, mais que tu viennes d'un milieu où t'as pas forcément eu d'abondance, etc. Ou là, en étant avocate, où tu génères un petit peu de revenus, tu t'es dit ouais, j'ai besoin de le dépenser rapidement, ou tu penses qu'il y a de ça? Je pense qu'il y a un peu des deux. Du coup, il y a le manque, mais après, tu vois, il y a plein de personnes qui ont grandi dans le manque, mais qui grandissent avec l'état inverse, de se dire j'ai peur de manquer, donc j'épargne au maximum. Donc je pense que chacun exprime un petit peu ses traumas de manière différente. Donc il y a ça, mais il y a aussi chez les avocats, vraiment, on dépense beaucoup. Et il y a ce truc, j'en ai beaucoup parlé, avec à l'époque quand j'étais avocate avec des confrères. Il y a ce truc, en fait, on dépense, quoi. Ouais, c'est ça. Je dis, pour l'image de l'avocat, tu penses? C'est en fait, il y a un truc où on travaille tellement dur parce qu'en fait, on est habité par les dossiers. Ouais. Tu vois, on est habité par les dossiers et c'est dur. Enfin, c'est dur. On adore ça. J'adore le droit. Je suis encore, tu vois. Ouais, même aujourd'hui, t'es toujours. Ce sera toujours en moi. J'adore ça. Ouais. Mais quand on travaille sur des dossiers, c'est une charge mentale qui te prend toute ta vie. Et du coup, t'es tellement, j'allais dire, stressé ou pris que, en fait, t'as envie de te lâcher, de te faire du bien, quoi. Ouais. Et ça passe par les dépenses. Ouais, non, mais ça s'entend.
Ça s'entend, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Donc tu signes ce projet long Long, ouais, 8 mois après, ouais. et Et il devient quoi ce truc-là? il devient quoi? Ouais. Eh ben écoute, j'ai gagné 200 000 euros grâce à cet appart. Parce que t'en as fait 4 quoi ans du coup? après. T'en as fait quoi? Tu l'exploites en comment? Alors d'abord, je l'ai exploité en location normale. Ouais. Encore une fois, je connaissais rien. Alors, crédit sur 15 ans. J'avais eu un différé total quand même, mais de 6 mois. Ouais. Et j'avais pas fait, je connaissais rien, donc pas de calcul de rentabilité, pas de calcul de cash flow, rien du tout. Donc ce qui fait que j'étais à moins de 250 euros sur cet appart. Et mon autre appart, qui était ma résidence principale, j'avais mis aussi en location. Et moi, j'avais pris. Ça, c'est un peu une erreur, mais bon, c'est pas grave. Je savais pas. J'avais pris. Parce que je voulais habiter plus près de mon cabinet, donc j'avais pris un appart plus grand près de mon cabinet. En loc, En tu loc. veux dire? Ouais. Parce que je me disais que je pouvais pas. J'avais pas les moyens d'acheter un 50 mètres carrés, Ouais, bien sûr. alors que n'importe quoi. Bref, donc j'ai fait ça. Donc ces deux apparts étaient en loc et j'étais à moins 500 euros sur les deux. Donc Ouais. pendant des années, pendant 4 ans, j'étais à moins 500 euros. T'étais en effort d'épargne Ouais. systématique, ouais. Exactement. Bah, je Que savais. t'absorbais avec ton salaire, du coup. Ouais, exactement. Au Ouais. moins, tu commençais à rentabiliser, à amortir du capital, au moins, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, C'est mieux que rien. C'est là où je veux en venir. Parce que j'ai beaucoup de débutants, des fois, qui viennent me voir. clair. J'ai fait ça, mais ça me coûte 500, 300, 100, c'est une catastrophe. Moi, je te jure, c'est pas une catastrophe. Je préfère que tu aies fait ça, que tu aies osé te lancer, que tu n'aies rien fait du tout et que tu restes Exactement. figé. Parce que alors, l'inaction, c'est une catastrophe. Complètement, exactement, ouais, complètement. Et Ouais. surtout qu'il n'y a pas qu'une seule manière de gagner de l'argent en immobilier. Effectivement, il y a avec le cash flow, déjà la capitalisation. C'est le pilier d'enrichissement numéro 1 de l'IMO. Faut Exactement. pas l'oublier. On pense cash flow, mais ça, c'est le 2 pour moi. C'est Ouais. plus. Déjà, tu as la capitalisation. Ensuite, tu as le cash flow. Quoique le cash flow, il est en dehors de la LCD, il est souvent absorbé par l'entretien du bâti. C'est pour ça que moi, j'aime pas, je vends pas, tu me verras jamais sur les réseaux sociaux dire devenir rentier grâce à. C'est pas comme ça. Il y a que LCD et achat-revente qui permettent de vivre de l'immobilier pleinement quand on en a envie. Ouais. Et donc, et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je l'avais mis en location longue durée. Quoique, ah oui, surplus de travaux, alors tous les trucs classiques. J'avais un dépassement de budget de 6 000 euros. Du coup, j'avais fait la LCD un petit peu, juste 3-4 mois pour rembourser justement ce crédit conso que j'avais dû faire pour les 6 000 t'as euros. dû aller chercher un petit conso pour finir, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, voilà, donc différé. Les travaux, ça s'était très très bien passé. Et donc, moins 500 euros pendant quelques années, 4 ans, ouais. Et après, j'ai revendu les deux appartes. Et j'ai fait 200 000 euros de plus-value sur chacun. Et pendant ces 4 ans que tu les gardes, tu refais pas d'IMO? Non. Alors, Ok. j'ai fini par racheter. Alors, toujours, autre erreur aussi. Quand on reste tout seul dans son coin, quand on n'est pas entouré des bonnes personnes, on oublie ses rêves, on oublie ses objectifs. On se laisse porter par le quotidien, on se laisse porter par la vie et on oublie ses rêves. Ouais, t'es absorbé dans ta vie de tous les jours. Donc là, t'étais absorbé par ton nouveau boulot. Tu fais dedans, le temps passe. Et puis, Je passe le barreau d'Angleterre. Ah ouais, tu retournes en Angleterre après encore? À distance, distance, ouais, parce que je faisais du droit anglais à Paris. Ouais. Ok. Donc, tu vois, parce que pour moi c'était important, mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'étais très forte en anglais à l'école et en fait je voulais pas faire une fac d'anglais pour pas finir sans job. Oui, voilà. Et j'aurais voulu faire un double diplôme, mais finalement, tu vois, comme quoi, quand on veut quelque chose, on finit par le faire. Donc j'ai fini par réaliser mon rêve d'être avocate en Angleterre. Ouais. Et ça t'a servi ce diplôme ou pas? Non. Non, mais tu l'as. Non, mais je l'ai. Personnelle. Par contre, c'était un plaisir. Je te dis, j'adore le droit. Ouais. C'était un plaisir d'apprendre. Par contre, ça doit être comme médecine, quoi. Enfin, moins dur. Mais moins dur, non, je suis pas sûr, c'est autre chose. Ouais, non, ça reste quand même technique, ouais. Je pense. Ouais, c'était ça de bouquins au moins. Ah ouais, c'était costaud, ouais. Mais j'ai adoré. Et en anglais en plus. Ouais. Ouais. Non, c'était bien. Moi, j'aurais pas réussi, c'est certain, l'anglais. Ah chacun, j'aurais jamais réussi, je sais même pas faire une équation en maths, alors. Les gens qui font du droit, on dit qu'on fait du droit parce qu'on on sait pas faire des maths. De toute façon, c'est souvent ça, quand on veut faire des longues études, c'est soit on est matheux, soit on n'est pas matheux et on va dans ça. Ouais, c'est dingue. Donc là, tu laisses passer ces 4 ans et là, tu vends. Pourquoi tu vends? C'est quoi le déclic? Alors, j'ai pas vendu tout de suite. Alors, le déclic, c'est que j'étais en cabinet, ça se passait bien. Après, ça commençait à mal se passer. Parce que les cabinets d'affaires, même les cabinets d'avocats de manière générale, c'est des environnements qui sont assez durs. Mais moi, j'étais habituée. Du coup, même moi, je suis devenue un peu, oui, je suis exigeante, etc. Il n'y avait pas de problème. En fait, je dis souvent, c'est un milieu, avec des fous. Juste, tu choisis ton fou, quoi. Donc, moi, ça s'était toujours bien passé. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin du parcours. En fait, ça faisait 10 ans que je travaillais. C'était des histoires de harcèlement. Ah ouais. Du coup, j'ai changé de cabinet. Là, pareil, j'étais tombée sur une avocate, mais vraiment horrible. C'était et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est plus possible. Là, le destin me pousse vers la sortie.
Donc, j'ai arrêté. Et là, C'est pas dur de démissionner d'un cabinet comme ça? on s'est mis d'accord. Enfin, en fait, si tu veux, pendant 2 mois, c'était vraiment un enfer psychologique et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, j'essayais de trouver ce que j'allais faire. Bah ouais, bien sûr. En même temps, l'avocate qui m'avait recruté m'avait dit, bah écoute, clairement, enfin, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux retourner dans ton cabinet précédent? Moi, il était hors de question avec voilà, ce truc. Et du coup, je me suis dit, faut que j'arrête. Ouais. Faut que j'arrête. Et là, libéral, pas de chômage, rien du tout. Pas d'épargne, pas d'économie, rien du tout. Ouais, c'est pour ça. C'est dans le sens où je dis, c'est pas dur de se dire, ok, mais si je pars, ok, c'est peut-être une libération, mais demain, je dois toujours manger, me nourrir. Et est-ce que tu t'es dit, c'est pas grave, avec mon job, je vais retrouver en 2 secondes s'il faut et je peux? C'est quoi ton plan un peu quand tu quittes? Ah, Parce que c'était j'ai fait très... plaquer comme ça et ça a été très dur quand t'as pas trop de plan B sous le coude, quoi. Ouais, c'est dur, ouais. Ouais, c'est dur. Mais c'est ce dont on a besoin. C'est on a besoin d'être face au mur pour se relever. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été débrouillarde. Je reste pas sans boulot. Ouais. Je reste pas. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. Je suis jamais restée un jour sans boulot. Ouais. Alors, j'admire les gens qui sont là tranquilles, chômage et tout. J'arrive pas. Je vois comment ils font. Ouais. Donc, je savais que j'allais retrouver d'une manière ou d'une autre. C'est juste que la question, c'était quoi? Sachant que les cabinets, en fait, je sentais que c'était la fin. Surtout que ça faisait 10 ans que je travaillais. Au bout d'un moment, c'est pour devenir associé. Ouais. Et je savais que j'avais pas envie de devenir associé dans ces structures. Donc, je m'étais dit, écoute, je vais prendre un job en attendant de juriste. J'avais trouvé un job dans une institution publique en CDI pour réfléchir, cotiser au chômage, Ouais, bien sûr. réfléchir et prendre le temps de me reconstruire. Ouais. Donc, ça a été une année très dure. Ouais, ça a été une année très, très dure parce que je n'aimais pas ce que je faisais. En plus, c'était une nouvelle matière. C'était une nouvelle matière et j'avais pas la force mentale de me plonger dans une nouvelle matière. Ouais. On est en quelle année à ce moment-là? Ça, c'était 2018. 2018. Et là, du coup, ce que j'ai fait, financièrement, c'était dur. J'avais mon salaire, il n'y avait plus la provision parce que c'est vrai qu'il y avait vachement la provision. Ouais. Et donc, j'avais pas d'épargne, rien du tout. Ah oui, j'avais acheté mon 3e appart quand même avant de partir. Avant de partir, ouais. J'avais 3 mois. Je m'étais dit, vite, c'est là que je me suis reconnectée à mon objectif. Je me suis dit, ouais, il faut que j'achète. Et pareil, j'étais toujours pas formée. Il n'y avait rien à l'époque. Hein, Ouais, 2018. oui, bien sûr, ouais. Donc là, finalement, je m'étais dit, parce que je louais un 50 mètres carrés. Et c'est là que je m'étais dit, je vais acheter un 50 mètres carrés sans être sûre d'aller habiter là-bas, parce que du coup, c'était plus loin. Parce qu'à Paris, les prix sont élevés. Oui, bien et même en étant avocat d'affaires à Paris, tu t'achètes pas un appart dans le 8e comme ça, quoi. Surtout quand t'as rien de tes parents, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, j'avais trouvé un truc, voilà, un petit peu éloigné. Et ça me faisait... Les prix avaient commencé à monter. Et j'étais arrivée à 1 million d'euros de patrimoine. Tu vois, sans rien faire. Ouais. Mais il coûtait combien ce dernier appart? Le dernier, il coûtait 380. Ok. J'avais eu un prêt, je crois, à cumul des 440. trois, Donc, entre, tu vois, les trois, bien sûr. le premier, j'avais payé 212. J'avais dû faire 35 de travaux. Ouais, voilà. 250, Les prix avaient... 300, plus la montée. Ouais. En valo, j'étais arrivée à 1 En million. valo, ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et là, les investisseurs, souvent, apprentis investisseurs, s'arrêtent au 3e bien. Parce qu'à partir du 3e bien, un bien, c'est facile. Tout le monde peut acheter un bien. On peut acheter un bien. 2 biens aussi. Ouais. Ça demande un peu plus de... Ouais, mais si t'as les revenus, t'as un bon job, ça passe. Ça on te finance, ça passe. Ça passe. Ça passe sans trop réfléchir. Voilà. 3e, ça commence à être un peu... Voilà. Moi, c'était la banque, toujours la banque en question, lente, mais efficace, du coup, qui m'avait financé, qui m'avait fait un montage intéressant. Et donc là, et puis j'avais toujours pas fait de calcul, etc. Et là, donc, j'étais toujours locataire, j'avais acheté cet appart, je l'avais mis en loc, j'avais commencé mon nouveau job, et c'est là que je suis devenue vraiment investisseur. Là, j'ai commencé à fréquenter des réseaux d'investisseurs. Ok. J'avais googlisé et investisseurs. Pourquoi là, maintenant, tu te dis, ok, parce que tu en as déjà 3, pourquoi le déclic, il arrive maintenant de dire, là, ça y est, tu dis une phrase forte, je deviens investisseur. Pourquoi tu deviens investisseur à ce moment-là, que tu en as déjà acheté 3? Oui, mais souviens-toi que le déclic que j'avais eu quelques années plus tôt, c'était de bâtir un empire immobilier. Ouais, je me souviens bien. C'est là que je me suis reconnectée, en fait, à cette ambition, parce que je m'étais rendu compte que je ne pouvais pas dépendre du travail. Ouais. Et en réalité, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est liberté financière, ça n'existe pas. Et malheureusement, ce terme est devenu galvaudé, c'est dommage, parce que, en fait, il veut juste te dire, te sentir libre d'être là où tu veux et de ne pas te sentir dépendant de ton travail ou obligé d'aller travailler. Et moi, j'avais subi, avant de faire de l'immobilier, je subissais mes différents emplois, quoi, parce que j'avais pas le choix. Ouais, mais je vois ce que tu... Et aujourd'hui, j'ai le choix et ça change tout. C'est ce qui fait que tu te sens libre. Et là, je fais plein de choses, je travaille beaucoup.
Mais je suis très heureuse, quoi. Bah ouais, j'imagine. Mm. Donc là, tu deviens investisseuse. On est en quoi, 2018 du coup? Ouais, 2018, ouais. Et là, donc, je me sentais au fond du trou, seule. Et c'est là que j'ai eu l'idée de rencontrer des investisseurs. Ouais. Et là, ça a tout changé. Et comment tu rentres dans ce secteur, justement, dans ce là, je rencontre des gens, concrètement, parce que ça, souvent, les éditeurs, ils me le demandent, mais comment tu fais? Tu sais, on a toujours la phrase, tu es le reflet des 5 personnes que tu connais Ouais. le plus, etc. Ouais. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais moi, j'en connais pas, etc. Toi qui, justement, as voulu un jour dire, je vais devenir investisseuse, je vais me mettre à côtoyer des investisseurs, tu t'y es pris par où? Google. Google, ok. Et en plus, à cette époque, j'avais pas compris la puissance du réseau, j'avais pas compris l'importance de bien s'entourer pour réussir à atteindre son objectif. Je sais pas, je pense que j'étais tellement au fond du tronc que je me suis dit, ouais, il faut que je rencontre. Ouais, ça m'est venu comme ça. Donc Google, je suis tombée sur un club d'investisseurs à Paris. Ok. Je me suis rendue à une soirée, une rencontre, toute seule. Et c'est intimidant au début. T'as dû faire ça toi aussi, Ouais, la je première fois de ta vie. confirme, ouais. Surtout quand t'es seul, il y a personne dans ton délire. Tu sais, encore quand il y a quelqu'un, tu vois, Ouais. tu te retournes sur lui toute la soirée. Mais quand t'es tout seul, avec ton verre à la main, des fois, t'as Ouais. des moments de solitude. Ouais, c'est ça, ouais. Donc la première fois, c'est super dur, mais après, c'est là que tu rencontres d'autres personnes. Ouais. Et à force d'aller dans ces événements, tu finis par te faire des amis, et puis tu t'es jamais tout seul, en fait. Ouais, bien Tu sûr. finis par ne plus jamais être tout seul. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et donc, c'est comme ça, tu mets le pied à l'étrier un petit peu. Ouais. Et est-ce que à ce moment-là, tu as une prise de conscience déjà sur tes 3 premiers? Est-ce que c'est suite à ça que tu les vends, t'arbitres? Tu te dis quoi? Non, je les ai revendus plus tard. Non, j'ai continué à enchaîner. Moi, ma stratégie, c'était donc Paris, dans l'optique de faire des plus-values à long terme. Ouais. Et je voyais autour de moi, dans ce club d'investisseurs, par contre, tout le monde était formé, c'était le début. Yann Darwin et compagnie. Oui, bien sûr. Et moi, j'étais pas encore dedans. Moi, 6 mois avant, je travaillais H24 avec des psychopathes qui me harcelaient, quoi. Ouais. Donc, j'étais pas du tout dedans, YouTube et tout, pas du tout. Et donc, je voyais tout le monde au taquet, immeuble de rapport, colocation, etc. Et je comprenais pas. Ouais. Je comprenais pas. Donc, je continuais sur ma stratégie. Donc, 2019, j'ai acheté un appart que j'ai revendu 2 ans après. J'en ai acheté un autre que j'ai donné à ma sœur, qu'elle a revendu. Ok. Parce que je voulais, en fait, je voulais qu'elle profite aussi, enfin qu'elle bénéficie de tout ce que l'investissement offre, mais ça lui a pas plu. Ah ouais, c'était pas son truc. Ouais. Mais elle a quand même gagné, 40 000 euros, donc c'est génial. Oui, c'est toujours ça de prix. Mais pour elle, c'était pas assez pour tout le tracas qu'elle a eu, Ouais. donc tu vois, comme quoi c'est pas pour tout le monde. Non. Et après, voilà, moi j'ai continué. Après, j'ai commencé à visiter. Ah oui, j'ai commencé à visiter partout. Je suis allée partout. Visiter des immeubles de rapport. Donc tu veux dire partout en France, En tu France. t'es éloigné de l'Île-de-France Ouais, du coup. ouais, parce que en fait, je voyais tout le monde investir intelligemment. Ouais. Je me disais, mais c'est qu'ils doivent avoir raison. Moi, c'est sûr que j'ai acheté un appart, j'avais pas de cash flow. En fait, c'était Oui. neutre. Parce que je comptais sur la revente. Et je connaissais pas à l'époque toutes les stratégies, quoi. Ouais, tu avais une stratégie plutôt long-termiste où tu faisais du capital, entre guillemets, parce que tu savais qu'en plus c'était Paris, donc ça allait prendre fortement et que tu ressortirais avec une enveloppe. Ouais, et surtout j'avais une stratégie plus-value à moyen terme, tu vois. Quelque part, sans me rendre compte, c'était une stratégie un petit peu de marchand de biens, quoi, sans me rendre compte. Oui, c'est ça. Et donc, je suis allée partout. Je suis allée à Perpignan, Boulogne-sur-Mer. J'ai tout fait. J'ai visité des immeubles de rapport partout, partout. Et je voyais que ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas d'avoir des locataires compliqués, d'être face à la misère sociale. Je dis pas que tous les immeubles de rapport sont comme ça, hein, pas du tout. Mais souvent, tu vois. Et voilà. Et donc, je voyais que ça me plaisait pas. J'ai fini par en acheter un au fin fond de l'Île-de-France avec un accès à la gare. Très bien, je suis contente dans l'ensemble. Mais à choisir, maintenant que j'ai tout fait, je préfère largement faire du beau, du haut de gamme, faire ce que je fais à Paris. Ouais. Parce que je préfère cette manière de gagner de l'argent plutôt que d'avoir un petit cash flow. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Voilà. Et entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait après, j'ai revendu. J'ai décidé de revendre parce qu'au début, quand on est investisseur, on ne se rend pas compte de l'importance de revendre. Ouais. On est attaché au bien. J'aime bien ce sujet-là, justement. Ouais. Parce que c'est ton bébé, tu viens de commencer. Ouais. Et puis, alors, tu vas me dire si toi, tu as eu ce sentiment, mais tu sais, c'est le sentiment Monopoly. Tu as l'impression que tu veux en cumuler le plus possible. Et plus tu vas dire à tes proches, à ton entourage que j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 12, plus t'es la rosta de la famille. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, alors qu'en fait, tu t'aperçois que, en fait, des fois, il faut mieux arbitrer et que tu peux gagner plus d'argent avec beaucoup moins de lots et que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais tu as eu le syndrome aussi. Oui, mais c'est normal. Tu vois, quand t'es. Voilà. Et après, une fois que tu vends, en fait, c'est que oui, je devais.
à quel moment j'ai vendu? J'ai vendu un petit peu avant le Covid, un petit peu après. Enfin voilà. Et en gros, c'est pour les financements. Quand j'ai commencé à enchaîner les financements, c'est que là, on a commencé à me dire, ok, ce serait bien que voilà. Donc j'ai vendu, j'ai sorti mes plus-values et puis j'ai réinvesti. Un appart, j'avais sorti 180 000 et puis j'ai réinvesti. Alors je me suis fait plaisir, j'ai pris 10 000 euros, je me suis fait des achats plaisir parce qu'à un moment, il faut se récompenser. Bien sûr. Et le reste, j'ai tout réinvesti. J'ai dû lever peut-être 2 millions d'euros avec ça, oui. quoi. Ouais. Ah, la vache. En plus. Ouais. Ah, c'est bien ça. Donc revente. Et maintenant, je préfère revendre. Ah ouais. Pas toi, non? Moi, j'ai une stratégie différente de toi. C'est que moi, je fais que de la LCD. Donc, j'ai Ouais. beaucoup de cash flow. Mm. Voilà, aujourd'hui, on tourne à entre 25 et 40 000 euros de cash flow mensuel. Donc, Ouais. ça fait de la trésor. Donc, des fois, c'est l'équivalent d'une plus-value. Pardon. Donc, des fois, tu dis, ce que je fais en cash flow, c'est ce que je pourrais faire en plus-value. Donc, des fois, moi, je le garde parce que j'ai quand même un gros parc de LCD et je fais beaucoup d'atypiques, notamment avec mes grottes troglodytes, etc. Ouais. Et donc, ça crache vraiment, vraiment beaucoup. Mes 2 suites troglodytes, c'est 8-10 cas mensuels, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, en sachant que j'ai une mensualité de 420 balles dessus, parce que ça valait que dalle à l'achat, et j'ai acheté ça 28 000 euros. Donc, incroyable. voilà. C'est vers Tours, non? C'est Angers, dans le Angers, 49, ouais. ouais. Donc, Ok. on rayonne à 1 heure plus ou moins d'Angers, grosso Ouais. modo. Donc, c'est une autre stratégie. Je te rejoins qu'à un moment, il faut arbitrer, parce que sinon, si tu veux continuer à lever des fonds, il faut arbitrer. Mais moi, j'ai une stratégie qui fait beaucoup de cash flow. Ouais, c'est vrai que dans Donc, ce cas-là, ça compense. c'est vrai. Non, mais Ça c'est vrai. compense un petit peu. C'est vrai que dans ton cas, ouais, c'est vrai. Après, parce qu'il faut la condition quand tu vends, c'est qu'après il faut racheter, il faut aller refaire des prêts, etc. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut être actif. Mais c'est vrai que je te rejoins. Quand on veut juste être tranquille et qu'on a des biens voilà qui dégagent un certain cash flow, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas forcément nécessaire de revendre, mais c'est pour ça. Je pense qu'il faut arbitrer quand même un peu de temps en temps. Quand même. Moi, j'arbitre de temps en temps. Je fais aussi un peu d'achat-revente. Mais tu dis, c'est bien pour être tranquille, mais pour se sortir ces cash flows, c'est que tu fais les LCD. Et c'est que tu en fais beaucoup. Et crois-moi, c'est pas tranquille. Ouais, c'est pour ça que j'en fais pas. C'est pas, Ouais. moi, je le dis tout le temps, les LCD, Ouais. c'est bien. Ça peut faire beaucoup d'argent. Et tu l'as dit, j'ai bien apprécié. Tu l'as dit au début de ce podcast. Si tu veux faire du cash flow en immobilier, il n'y a pas 50 000 solutions. Ouais. C'est soit tu fais de l'achat-revente, soit tu fais de la LCD. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Si tu fais de la location à l'année, ou alors on considère que 50 balles comme du cash flow, mais moi, j'appelle ça une opération neutre. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre solution. Mais par contre, il n'y a pas de magie. Le taf, il est Ouais. x10, x100. Je veux dire, 40 lots. C'est Ouais. hardcore. Ouais. C'est hardcore. Ouais. Enfin, je veux dire, ça brasse, hein, mais je suis obligé d'avoir 5 teams de ménage, une personne qui s'occupe des petits bobos qui est à droite à gauche, parce qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un radiateur qui est détaché. Enfin, tu vois, c'est non-stop. Il Ouais. faut répondre au téléphone, aux messages des clients. Mais c'est le téléphone, il sonne 25, 30 fois par jour. Je sais. Et moi, c'est impossible que je gère ça. Donc aujourd'hui, il y a des équipes qui gèrent ça, c'est des personnes qui gèrent ça. Moi, je le fais plus. Moi, aujourd'hui, je suis 95% de mon temps qui est focus sur l'entrepreneuriat et puis sur l'IMO. Mais j'ai réussi à le rendre un peu près passif. Ouais. Et du coup, ça me coûte. Et parce que je fais du volume. Sinon, je pourrais pas, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que c'est une sacrée charge mentale. Parce que t'as beau le rendre passif, de mettre des gens en place. Tu sais, c'est les poupées russes. Au fond, au-dessus, c'est toujours toi quand même. Donc, dès que c'est des petits problèmes de rien du tout, t'en entends pas parler. Mais quand il faut vraiment changer des gros trucs, il y a des gros problèmes, ça te revient toujours à la tête au bout d'un moment. Donc, la charge, elle est quand même là. Donc, arbitrer des fois, ça m'a fait vachement réfléchir quand j'ai signé les Troglos. Là, au mois de mai, ça fera 2 ans. Ouais. Quand tu vois que tu fais en été, on est sur 13 000 euros mensuels. J'ai 2 suites. J'ai une de 70 mètres, une de 90, haut de gamme. Et tu te dis, mais donc 2 locataires, 2 calendriers d'ouvert, c'est l'équivalent de 8-10 appartes. Donc, en fait, tu te dis, j'ai juste 5 fois moins de locataires, donc 5 fois moins d'emmerdes et je gagne autant d'argent. Ouais, donc, tu vois, j'ai plus la folie du Monopoly, tu vois, ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai envie de réduire le parc, mais d'avoir un parc plus quali. Donc, je te rejoins sur le côté luxe, et maintenant, on fait que du luxe. Et tu vois, et on se dirige de plus en plus vers luxe et atypique. Et là, tu vois, on sort une 3e suite Troglo, on fait un penthouse de 120 mètres carrés haut de gamme avec sauna dans la roche intégré et tout. Parce qu'en fait, ça va me rapporter autant que 4 lots d'un coup, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. En fait, il vaut mieux. Moi, c'est le constat auquel je suis arrivée. Et déjà, depuis le début de mon parcours, je préfère investir dans des opérations plus grosses parce qu'en fait, c'est le même travail. Que tu achètes pour 100 000 ou pour 300 000, c'est exactement le même travail, il n'y a rien qui change. Donc, et en plus, après, il y a l'argument de oui, mais plus tu as de l'eau, plus tu dilues ton risque. Alors, oui, mais après, tu prends une GLI. Quand tu es en LCD, je pense que ça va. Et puis. En fait, tu choisis ton inconvénient. En fait, et puis surtout, l'inconvénient d'avoir beaucoup de l'eau. Non, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Ouais, c'est non, franchement, c'est dur. Mais tu sais, c'est comme en entrepreneuriat. Hein. Moi, dans la boîte, on est monté à être beaucoup.
bah, finalement, je me rends compte que tu te fais pas des plus grosses marges des fois. Je préfère avoir une plus petite team dans mon entreprise Ouais, et au final, des fois, tu réduis un peu ton CA, mais tu réduis drastiquement tes marges. C'est plus facile à piloter et finalement, en termes de bénéf, on fait beaucoup plus de bénéf. exactement. Donc, tu vois, des fois, c'est pas forcément faut savoir sortir les pions qui sont pas les pions forts. Faut savoir arbitrer, je pense, quand tu as un appart qui est classique et où ça y est, par exemple, tu as fini ton différé, est-ce que le soldat, il serait pas plus intéressant à la vente qu'à l'exploitation, tu vois? Exactement. Mais c'est dur de faire ta première vente. Franchement, la première vente, elle est pas évidente. Ouais, c'est vrai que c'est dur, mais franchement, après, c'est qu'on a des stratégies différentes. C'est que moi, c'est vrai que je table sur la revente. En fait, moi, je table sur la revente, c'est que, et globalement, c'est vrai que plus on a du cash flow, plus il y a du taf. Ah ouais, bien Plus il y a sûr. du cash flow, plus il y a du travail, clairement. Donc, moi, je préfère être dans une stratégie. Après, à Paris, moi, j'ai des stratégies, voilà, je fais un peu de. Oui, tu es à Paris, moi, c'est ça Et aussi, c'est puis, pareil, ouais. aussi, parce que je fais du luxe, du coup, mes loyers sont plus élevés. Tu vois, Ouais, c'est j'ai quand même du cash flow. C'est sûr que j'ai pas le cash flow du Airbnb, oui, de la non, mais bien sûr, LCD, ouais, mais je me débrouille quand même. Mais j'ai moins de problèmes. ouais. Et du coup, ma stratégie, c'est de revendre donc régulièrement. Alors, je sais pas du marchand de biens. C'est vraiment, j'arbitre mon parc. Et en fait, bah, je revends allez, peut-être tous les 2 ans, dès Ah que je oui, vois oui, qu'il y a carrément. une plus-value qui dort, quoi. Mmh. Et Donc après, c'est vrai que bah, là, les prix ont baissé. mmh, Donc, malheureusement, là, ma stratégie ne marche plus. ouais, Mais c'est pour ça que quand dans ton marché, tu ne peux plus générer de plus-value, tu vas dans un autre marché où il y en a. ouais, ouais, c'est ça. Oui, tu as l'intelligence de pouvoir le reproduire ailleurs où ça fonctionne, C'est quoi. ça, exactement. Et donc, tu disais luxe, donc c'est-à-dire que tous ceux que tu as fait au début, tu les refaisais tous forcément luxe à chaque fois aussi, ouais? Ouais, en fait, exact. En fait, j'ai eu deux phases. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans les secteurs qui sont chers. Ouais. Parce qu'effectivement, tu gagnes pas avec du cash flow, c'est pas comme ça. Mmh. Ce que je faisais initialement, donc quand le marché est haussier, j'allais dans des secteurs en gentrification, j'achetais moins cher, je rénovais sympa haut de gamme, et du coup, ce qui fait que la valeur de mon bien augmente avec le temps, parce qu'il faut arriver au début de la gentrification. Mmh. Et ça vient, tu sens le marché, tu vois, voilà. Et donc, ton bien augmente, et puis tu attires des locataires qui ont les moyens. Ouais, bien sûr. Donc, tu fais ça 4-5 ans, ou maximum, ou même, j'ai fait même moins, etc. Et puis, bah, tu revends dès que les prix, voilà, dès que la gentrification devient mature. Ensuite, quand le marché a baissé, bah, j'ai changé complètement de stratégie, parce que quand le marché baisse, bah, il y a moins d'acheteurs, donc plus de biens à la vente, et donc Ouais. les acheteurs ont le choix. Le peu d'acheteurs qui restent, bah, ils préfèrent acheter là où c'est central. Donc la gentrification est en pause. Et là, il faut passer sur le vraiment luxe. Et donc là, je suis passée bah, sur du luxe pur, Mmh. enfin pur, voilà, haut de gamme, etc. Donc je suis allée sur les Champs-Élysées. OK, Je me suis spécialisée là-bas, donc Champs-Élysées, avenue Montaigne. Et donc OK, là-bas, j'achète à peu près à 10-11 000, et je rénove de manière à avoir une valo à 15-16 000. OK. Voilà. Et du Ça coup, ça bah, ça, c'est un corps de métier que tu fais en ce moment, du coup, une oui, type d'activité que tu fais ouais. en ce moment? Ouais, j'ai complètement arrêté la stratégie à gentrification. Ah ouais. Parce que le truc, c'est que quand tu es dans un marché qui est vraiment haussier, comme ça a été le cas On a entre 2015 et 2022, mais c'était des x2, hein. Les plus-values que j'ai ouais, faites, c'est du x2. Hein. ouais. Parce que j'ai acheté 166, là, l'appart, après avoir été au fond du trou à Londres, Ouais, je ouais, suis revenue, ouais, ouais. je l'ai acheté 166 et je l'ai revendu 322. Ah la vache. Tu vois, c'est x2 en 4-5 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En si peu de temps, c'est C'est énorme. énorme. Ouais, Et si j'avais été formée, tu vois, si j'avais eu toutes ces informations, j'aurais fait que ça. bah ouais. Mais voilà, en tout cas, de toute Ouais, façon, tout est dans mon livre. J'ai écrit un livre, du ouais, coup, il y a je tout. sais bien, on allait Ouais. en parler, ouais. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Ouais. Donc maintenant, t'enchaînes comme ça. Et là, au niveau du taf, on était rentré juriste, donc tu quittes, Mm. tu fais plus que ça. À quel moment intervient l'entrepreneuriat? Parce qu'après, Ah ouais. tu passes dans l'entrepreneuriat, là. Ouais, bah c'est Comment ça progressif, vient? hein. Ça, ouais, c'est progressif, ouais. C'est progressif, ouais. Et c'est en quelle année que ça arrive, ça? Ça, c'est ouais, il y a 2 ans. Ouais. Mais c'est progressif. En fait, j'ai envie de te dire que je suis encore dedans. Enfin, tu vois, Ok. je suis encore dans cette phase, et c'est génial, j'adore. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui te dit, ça y est, faut que j'entreprenne à côté? Parce que du coup, ça fonctionnait bien, tes affaires, tes activités. Là, Ouais. t'étais sorti du fond du trou, entre guillemets. Ça y est, Ouais. t'avais de la trésor, t'avais de l'air, t'enchaînais. Ouais. Et là, pourquoi tu dis, ça y est, je vais me rajouter une casquette, je vais encore faire des choses? C'est quoi qui t'a animé pour lancer ça? Parce que c'est plus fort que toi. En fait, c'est ton destin qui t'appelle. Hmm. Une fois que tu t'es libéré du poids financier, ça y est, tu te sens prêt à, à réaliser tes rêves. Il n'y a plus rien qui te retient. Hmm. Parce que qu'est-ce qui retient les gens? Qu'est-ce qui empêche les gens de s'accomplir et se réaliser? C'est la charge financière. C'est de se dire, j'ai pas les moyens, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour les enfants. Tu penses que ça arrête plein de rêves, ça? Ah oui, bien sûr, Ouais, je suis d'accord bien avec sûr. toi. Ouais. C'est le manque d'argent qui empêche de se réaliser. Mais tu sais que quand j'ai lancé mes boîtes, pareil, j'avais tellement peur du manque
que je me suis rendu compte que j'étais même pas moi-même dans mes créations de contenu, dans mes vidéos, dans les choix que je faisais. Ouais. J'étais en fait bridé par la peur du manque. Et le jour où j'ai pu le manque, les gens m'ont dit waouh, c'est pas que tu as changé de personnalité, mais tu es libéré. Et en fait, tu lâches les chevaux et en fait, tu t'aperçois que tu fais 8 fois plus d'argent. En plus, c'est ça le Ouais. pire, mais tu peux être toi-même. En fait, j'ai l'impression que c'est une remorque que tu tires là, cette peur du manque constant. Et quand tu arrives enfin à passer au-dessus, et ça lâche pas mal de choses quand même. T'as tout dit, c'est exactement ça, ouais. Ouais, Et j'en parlais il y a pas longtemps avec du coup Alexandre Lacharme, tu le connais? ça me parle. Un investisseur parking que je salue. J'ai fait un podcast avec lui. D'accord, j'irai voir. Et on se disait tous les deux qu'en fait, lui aussi, il a grandi dans un environnement où il n'y avait pas trop d'argent. Et le truc, c'est que ce qu'on se disait, c'est que on était déjà très créatifs à l'époque, en étant plus jeunes, mais on était tellement dans le manque qu'on n'avait même pas l'espace mental d'être créatif. Ouais, C'était bien sûr, ouais. inimaginable. Et du coup, maintenant, j'ai cette créativité du coup qui arrive et qui est géniale. Et pourquoi tu choisis de partir? Parce qu'aujourd'hui, tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais, mais tu accompagnes les particuliers cette fois, à part faire les erreurs que tu as potentiellement faites, à leur faire profiter de ton expérience et de ton savoir. Pourquoi tu choisis cette voie? Parce que tu aurais pu choisir, je sais pas, si tu étais dans le luxe de monter des agences ou de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'amène à te dire, OK, je pars dans l'entrepreneuriat, c'est la continuité, j'ai le temps, j'ai envie de m'éclater. Mais pourquoi dans le monde de l'accompagnement particulièrement? Ouais, très bonne question. En fait, quand j'ai fini mes investissements, c'était en 2022. Ouais. En 2022, et là, j'ai eu un vide. J'ai ressenti un vide, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'ai eu toutes ces questions. Je me disais, est-ce que je vais devenir marchand de biens? Est-ce que je vais faire du business en ligne? Est-ce que je vais faire du business tout court? Parce que quand on finit ses investissements, en fait, on fait autre chose, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, en général, c'est ça. C'est marchand, business en ligne, agence immobilière. Et en fait, je m'étais dit, bon, marchand, j'ai pas envie d'être coincée dans un endroit. Et puis, je trouve que c'est aussi beaucoup, c'est très stressant. Et puis, j'avais rencontré beaucoup de marchands. Et je trouve que, enfin, je me retrouvais pas forcément dans les valeurs. Enfin, il y a beaucoup de, enfin, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. J'avais pas, voilà, très certainement, enfin, je continuerai toujours à investir et à faire de l'achat-revente. Peut-être dans un an, on se parlera, je serai devenu marchand en Espagne. Et bref, donc, ça me parlait pas. Et je m'étais dit, je vais commencer par partager. Parce que tu vois, mon envie, il y a 10 ans, quand je cherchais ma voie, c'était de me sentir libre de partager mes idées et d'aider les gens à s'accomplir, à se réaliser. Donc je m'étais dit, voilà, je vais aider les gens. Et puis c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire mon livre. Ok. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai travaillé très dur pendant des années pour essayer de trouver la recette, comment faire pour devenir libre financièrement. Bon, je Ouais, bien déteste sûr. ce terme, mais ouais. Oui, Et du coup, je mal repris, mais dans la réalité, c'est ça. Ouais, Bien ouais. sûr. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et puis, c'est pas assez, en fait, c'est d'accompagner, aider les gens. Et souvent, en fait, le truc, c'est quand t'as fait des choses, quand t'as accompli des choses, t'as envie de les partager. Enfin, tu vois, c'est comme ça, t'as envie de bien sûr. partager, ouais. Parce que c'est profond d'écrire un livre. Moi, par exemple, j'ai jamais écrit de livre. C'est prenant, non, d'écrire un livre. C'est Oh là du là. temps. Ah ouais. Financièrement, c'est une question que tout le monde va se poser. C'est intéressant. Est-ce qu'on le fait pour l'argent? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a vraiment envie de mettre sur papier ce qu'on a en tête? C'est quoi qui anime l'écriture d'un livre? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui animent l'écriture d'un livre. La première chose, moi, la première raison, c'était, je m'étais dit, ok, j'ai vraiment travaillé dur et j'ai envie de mettre ça sur papier. Tu vois, c'est cette espèce de rigueur. C'est comme, tu vois, mes études de droit, voilà, c'est pas dans le vent. Après, tu passes le barreau, voilà, tu sers à quelque chose, tu vois, il y a une utilité. Et là, je m'étais dit, tout ce que j'ai fait, parce que vraiment, c'était matin, midi, soir. C'est vraiment, j'étais obsédée. Oui, t'en es J'avais pas pour- envie de mettre ça comme un grimoire, d'avoir une espèce de grimoire et de me dire, ok, en fait, j'ai pas fait ça pour rien. Tout est là, la recette est là. Voilà. Et donc ça, et après, il y a des gens qui font ça pour la reconnaissance. J'ai même pas fait ça. Non, c'était vraiment pour moi, de me dire, j'ai pas fait tout ça pour rien. Tu vois, je suis comme ça, j'ai besoin que ce soit carré, voilà. Tu as écrit un manuscrit de thèse, un petit peu comme on finit Ouais. sa thèse, et puis Ouais, je c'est mets ça. toutes mes années de recherche dedans, et C'est puis voilà. exactement tout ça. là, ouais. Exactement. D'ailleurs, j'ai eu ce sentiment là, quand le livre est sorti. Je me suis dit, mais en fait, au final, c'est comme un mémoire Bah ouais, de c'est ça, master. mémoire, C'est un ouais, mémoire. bien sûr, c'est ça. C'est un mémoire, ouais. Donc ça, et après, il y a le fait que c'est un livre, tu vois, c'est à disposition de tout le monde. Ça coûte pas cher. Enfin, le livre, il est à 25 €. Oui, bien sûr. Il y a tout dedans, et en fait, c'est à disposition, et ça permet aux gens de se dire, en fait, si j'ai besoin, je sais vers qui aller, quoi. Et ça prend du temps. Ah ouais. Ah, c'était long. Ça prend de l'énergie mentale. J'adore écrire. Moi, tu vois, je suis dans mon flow. Alors, j'écris, c'est un bonheur. J'adore écrire, mais c'est long, quoi. Ouais. Je l'ai écrit entre juillet 2023
Et après, je me suis arrêtée à mes chantiers. À chaque fois, j'ai eu des chantiers. J'en ai eu 2 ou 3. Je me suis arrêtée 3 fois, 3 mois. Je l'ai écrit entre juillet 2023 et là, janvier 2025. Oui, parce qu'il vient de sortir, là. Ouais, exactement. Il est numéro 1 des ventes, j'ai vu ça. Numéro 1 des ventes, ouais. C'est une fierté, ça. Ouais, J'ai exactement. vu sur Amazon, c'est incroyable, ça. Franchement, Ouais. je t'ai félicité, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai pas l'âme d'écrire, tu vois. Moi, j'ai plutôt l'âme de l'oral, tu vois. Je suis un ancien maître de conférence, moi. Donc, tu vois, parler, j'aime bien écrire. Je le ferai pas, je pense. Ouais, je comprends. C'est long, c'est long. C'est un travail intellectuel, hein, Ouais. ouais. Mais c'est long, c'est Ouais, très long. ça m'étonne pas. Mais je suis heureuse de l'avoir fait. Mais oui, effectivement, j'ai rien fait d'autre, en fait. Ouais, non, mais oui, foncièrement. Ouais. Ouais, mais c'est incroyable. Et donc, j'ai un 2e livre en tête qui va. C'est exactement ce que j'allais te dire pendant finir le premier. Est-ce qu'avant même de finir le premier, tu savais que. Ouais. Je terminais mes dernières lignes en janvier, d'ailleurs à Barcelone. Je suis allée à Barcelone. Ouais, je suis vu tes stories où tu finissais ça. Ouais. J'ai écrit mes dernières lignes dans l'endroit où est née mon envie de bâtir un empire immobilier. Ouais. Et j'écrivais mes dernières lignes, que j'avais déjà les idées qui faisaient pop dans ma tête sur mon prochain livre. Ouais, trop cool. Et donc là, au niveau investissement, t'en es où aujourd'hui? Tu continues tranquillement? T'en es rendu où? Alors là, j'ai fait un peu. C'est quoi ta vision de l'avenir là? Ouais. C'est quoi la Sonia en IMO sur les 5-10 prochaines années? Ouais. Alors déjà, quand on investit en immobilier, c'est comme n'importe quel autre domaine, on évolue. Ouais. Quand tu commences n'importe quel métier, tu commences stagiaire, tu fais les photocopies, et puis après tu grandis. Et en investissement, c'est pareil. On commence avec un petit studio, et puis après on a les immeubles, etc. Et après on évolue. Donc là, j'ai plus envie de faire tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Okay. J'ai fait le tour. Ouais. Ça y est, j'ai fait le tour. Donc je vais me tourner vers d'autres marchés. Là, je suis en train de regarder à l'étranger. Ok. C'était une de mes questions. Est-ce que tu as envie de partir à l'étranger? Exactement. Ouais. Et je te disais tout à l'heure, moi, je préfère faire des plus-values. Et donc, c'est pour ça que je te disais, le paradoxe, je te dis que marchand de biens, j'avais pas envie de le devenir, mais en fait, je pense que je finirais par le devenir. Ouais. Et donc, je vais regarder en Espagne. Je vais regarder. Alors, moi, c'est toujours luxe, haut de gamme. Okay. Et donc, ce sera Espagne et Dubaï. Ouais. Okay. Et voir. Donc, j'ai plutôt envie maintenant de me professionnaliser. Donc, potentiellement de monter une foncière, tu vois, une vraie foncière. Ouais. Ah oui, tu as envie d'aller quand même relativement loin dans le truc. Ouais. Mais tu vois, de changer, d'être plus structuré, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, recadrer les choses. Et tu veux t'expatrier ou pas? C'est fortement possible. Ouais. C'est fortement possible. Ouais. On peut connaître les raisons? Non, c'est pas fiscal. Franchement, non, mais c'est même pas. Je sous-entends rien, je les demande. En fait, c'est qu'une fois que tu as. Mais après, ça s'entendrait fiscal. Moi, à titre perso, je te dis, j'y pense et il y a une grande partie de fiscalité. Alors, il y a une partie fiscalité, mais c'est pas que. Parce que tu vois, par exemple, je pense à l'Espagne et en Espagne, la fiscalité, elle est comme en France. Ouais. Donc, mon critère premier, c'est un endroit où je me sens bien, c'est du soleil. Et la fiscalité, c'est l'un des critères, mais c'est pas que. Ok. Et qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc, l'expatriation. En fait, le truc, c'est qu'une fois que tu t'es sécurisé financièrement, une fois que tu as les loyers qui tombent, en fait, tu n'as plus besoin de rester sur place. Mais c'est pour ça que je veux avoir ton point de vue par rapport à ça. Tu n'as plus besoin, en fait. Tu n'as plus besoin. Donc, tu peux te permettre de bouger, etc. Tu peux te permettre de bouger. Après, il y a la famille. C'est ce que j'allais dire. Au niveau famille, toi, t'es quoi aujourd'hui? T'es marié? T'as des enfants? T'en es où? Non. Là, je suis récemment séparée. D'accord, ok. Ouais. Donc oui, pour l'instant, tu as la liberté de ne pas avoir des enfants à l'école, etc. Donc tu veux en profiter, quoi. Ouais. Non, mais je suis plutôt dans une optique où je redémarre. En fait, je veux redémarrer de zéro. Je veux un nouvel élan. Ok. Et après, je dois pas être trop loin non plus parce que là, ma mère, elle a un certain âge et j'ai pas envie d'être, de laisser. J'ai dans mes parents derrière, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout que tu as une sœur, de ce que j'ai compris, donc. C'est pareil, ça fait s'écarter de tout ça, de la famille, etc. Ouais, exactement, ouais. Bah, ouais. Exactement. Bon, super. Tu dirais que ça a été quoi le plus dur dans ton parcours, toi? Si tu dois résumer un petit peu les étapes, vraiment le plus dur, et ce qui t'a fait tenir, c'était quoi? Ton mental, c'est quoi? Le plus dur... Pourquoi t'as pas arrêté dans toutes tes galères? Le plus dur, ça a été de pas savoir vraiment ce que je voulais, mais parce que j'avais pas l'information. C'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas l'information. Donc ça a été le plus dur. Et surtout, quand j'ai choisi un domaine, le droit, qui est très rigide. Donc c'était dur d'en sortir. Parce que quand tu es avocat, le fait rien que d'arrêter la profession et de devenir rien que juriste, déjà, tu es un loser. Tu es perçu comme un loser. Donc ça a été dur de sortir de la profession. Et ce qui m'a fait tenir, c'est le mental. En fait, c'est vraiment, cette conviction profonde que j'avais rendez-vous avec mon destin. Enfin, tu vois, il fallait que... Je savais que j'avais quelque chose à faire.
Ah, je vois. Il me vient une question où je sais que je vais l'avoir parce que je la vois aussi beaucoup passer, moi, avec ma carrière, etc. Donc, toi, je sais que les gens vont se le dire. C'est une avocate, c'est facile. Les avocats, c'est comme les médecins, ça gagne bien leur vie. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été avocate t'a donné un avantage, entre guillemets, pour faire tout ce que tu as fait? Alors, pas du tout. Pas du tout. Le fait d'être avocat, ça n'a rien à voir avec. Après, il y a toujours une base parce que oui, il y a une manière de réfléchir, etc. Mais financièrement, pas du tout. Déjà, on commence tard. Ouais. Les études de médecine ou de droit, J'ai commencé t'as commencé à quelle heure? Bah voilà. Bah 10 ans, j'ai fait 10 ans, donc des 18 à 28. Bah voilà, c'est ça. Et donc, ouais, moi j'avais du coup mon premier achat, parce que j'ai commencé à chercher, je crois, à 26, 27. Attends, c'était 2012, Moi, ouais, j'ai acheté à j'avais 28, 28. mon premier à 28 ans, moi. Ouais, bah moi à 29. Ouais, c'est ça, quand j'ai acheté. Ouais, 28, 29. Ouais, c'est ça. Donc, kiff. entre quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui commence. Ah oui, parce que pendant les 10 années d'études, c'est galère, hein, le Crous, ouais, c'est ça, t'as les échelons de bourse et tout, Voilà. c'est galère. Hein. C'est galère, donc derrière, donc tu capitalises rien. Et ceux qui commencent qui entrent dans la vie active à 20 ans, 18 ans, 20 ans, moi j'en connais, hein. Par exemple, j'ai un ami qui a été militaire. Ouais. À 19 ans, il y avait déjà son appart à 70 000. Hein. Bah ouais. Ah oui. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ceux qui font pas d'études, qui entrent dans la vie active tout de suite, bah, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ouais. Déjà. Après, une fois qu'on arrive à 28 ans, bah, ceux qui ont investi à 20 ans, bah, voilà, ils ont un patrimoine que nous, on n'a pas. Surtout qu'il y a les crédits étudiants derrière. Moi, j'ai commencé avec un crédit de 28 000. Donc ça. Et ensuite, bah, il y a la question d'être dépensier ou pas. Que tu gagnes 1500 ou que tu gagnes 3000, déjà, ça dépend où tu vis. À Paris, quand tu gagnes 3000, t'es pas riche. Oui, c'est pas un équivalent. C'est pas un équivalent. Déjà, tu as minimum 1000 de loyer. C'est pas, voilà. La vie coûte plus cher. Et puis surtout, à partir du moment où tu es dépensier, que tu es 1005 ou 30 000, le résultat est le même. Ouais, bien sûr. Tu vois, la preuve, j'arriverais même pas. J'ai financé mes frais de notaire les 2 fois quand j'étais avocate avec ma provision. Même les 3 fois, j'ai envie de te dire. J'avais pas d'épargne. Mais ça, tu sais que c'est ultra vrai. Les gens s'en rendent souvent pas compte. Ils trouvent l'excuse. C'est pour ça que je voulais poser cette question, parce que je sais que c'est important pour les gens. On se dit, oh, mais lui, il a de l'argent, c'est facile. Mais moi, je connais plein de personnes, et j'en ai vu plein, où en fait, qui gagnait 5-8 000. J'ai même eu mon directeur de thèse, pour te dire, qui gagnait très bien sa vie, qui était chef de pôle, chef de secteur. On parle d'un mec qui tourne à 20-25 à mensuel, être dans le rouge, hein, régulièrement. Oui. Ah, mais régulièrement. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais combien? Et quand je dis ça aux gens, c'est pas possible. Mais si, des gars à 10-12 000 par mois, être dans le rouge, en fait. Parce qu'on augmente un train de vie très facilement. Et si on n'a pas le mindset à être épargnant, mais qu'on crame tout, mais gagner 5, 10 000, 15 000, mais c'est super facile de. Mais même des millions. Regarde les stars. Bah ouais. Les stars. C'est super Les stars qui ont arrêté et qui se retrouvent en galère. Bah ouais. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas s'en rendre compte, mais que c'est un des premiers critères si tu veux réussir à investir, à te bouger le cul un petit peu, c'est de reprendre tes finances en main. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dingue. J'ai une dernière question pour toi, Sonia. La dernière que je pose à tous les auditeurs tous les invités qui passent sur Authentique. Si tu avais un conseil, le conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vie, peu importe dans l'entrepreneuriat, peu importe le projet, investissement, c'est quoi, toi, ton conseil le plus authentique pour réussir après toi? Le conseil le plus authentique que je pourrais donner pour réussir, pour aider quelqu'un. c'est d'aller chercher des personnes qui ont les mêmes objectifs que les nôtres, ou même mieux, qui les ont déjà atteints. Ouais. Parce qu'on devient comme les personnes qu'on fréquente. Ouais, c'est le conseil. Okay. Et c'est ce qui m'a manqué pendant des années. Ouais. Et c'est ce qui a fait la différence aussi. C'est ce qui a fait la différence par la suite, ouais. Ok, super inspirant. Je valide. On est un peu le reflet des 5 personnes et je pense que c'est très vrai et beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Largement. Ok, super. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi. C'était super inspirant. Je pense que tu as inspiré aussi plein de petites nanas, là, peut-être parisiennes, qui sont en train de galérer ou n'importe. Ouais, ou claquer leur peu d'argent qu'elles ont. Non, mais ouais, c'est ça. Mais comme quoi, peu importe d'où on vient, d'où on part, ce qu'on gagne, je pense que si on s'y donne les moyens, il y a moyen de faire quelque chose tout le temps. Oui, bien sûr. Tout le temps. Complètement. Tout le temps. Ouais, c'est la détermination. Ouais. Juste persévérer, continuer et malgré les échecs, continuer, quoi. Ouais. Ne jamais lâcher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça finit par payer. Si on fait les choses bien, ça peut prendre du temps, mais ça finit par payer. Ouais. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Sonia. Merci pour cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager. Je pense qu'elle va pouvoir inspirer beaucoup de personnes, beaucoup de nanas, etc., qui vont peut-être s'identifier à toi. Donc ça, c'est super cool. Merci beaucoup. Et puis, nous, on peut te retrouver où d'abord quand même sur les réseaux? Ouais, on peut me retrouver sur Instagram et sur YouTube.
Ok, bah, de toute façon, on mettra en description les liens des réseaux de Sonia, donc vous pourrez aller voir, acheter un coup d'œil un petit peu, regarder son livre aussi, parce que moi je vais le Yes. prendre aussi, ça va être très Ouais. intéressant, je vais aller regarder ça. Merci Ouais. beaucoup, Merci. les amis, on se retrouve dans un prochain épisode d'Authentique, ça sort tous les mercredis à midi, on se dit à bientôt, ciao ciao.